des formes par unique. Et avec ça, donc, on parlera des théories de l'analyse du discours et structure syntaxique. Et enfin, on finira par une discussion, plutôt discussion à la fois des conclusions, mais aussi des remarques conclusives. En effet, donc l'interdisciplinarité, il fallait vraiment penser à cette notion de frontière dans la mesure où, comme je disais, ce que j'ai proposé au début, l'interdisciplinarité reste une démarche dans laquelle deux disciplines vont se croiser ou vont croiser leurs compétences, leur savoir-faire et interagir pour permettre d'abord aux chercheurs, dans la mesure où on veut parler de la recherche, d'accord, aux chercheurs en sciences humaines, aussi en sciences sociales, de découvrir une notion, de la comprendre, de la mémoriser et surtout de l'inscrire dans son jargon de spécialité, lexique, quand vous voulez, vocabulaire, pour construire à la fois donc une ontologie, d'accord, mais en même temps construire un apprentissage. Et cette interdisciplinarité sera vue comme un ensemble de situations créées par une thématique de recherche, mais qui permettent aux chercheurs d'intégrer d'autres notions ou des notions clés, des concepts clés aussi de cette thématique, de la comprendre, puis aboutir à un apprentissage afin de les appliquer d'abord au domaine de la recherche, puis à l'enseignement, c'est ce qui nous a fait plutôt faire ressurgir ce domaine de recherche qu'on appelle la recherche action. Ainsi, donc, cette approche interdisciplinaire assure une interdépendance entre les disciplines, ou au moins deux disciplines en sciences humaines, parce que leur contenu et leur démarche peuvent être interreliés. Et là, je cite les travaux de Lenoir et Sauvé de 1998. Donc, c'est ce que nous essaierons ici d'expliciter ici dans cette recherche qui, en reliant linguistique et informatique, et c'est pour ça que je parlais de la parémologie linguistique, d'accord, vise la représentation originale d'une notion, d'accord, d'une situation ou d'une problématique particulière. Donc, parler, comme je disais au début, donc d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut parler donc utiliser ou de revenir aux notions d'intradisciplinarité, de transdisciplinarité, de multidisciplinarité, puis de disciplinarité, et tout simplement parce que le chercheur en général, comme l'enseignant d'ailleurs, et comme l'apprenant aussi, donc qu'il soit à l'université ou à l'école, d'accord, se trouve face à cette multiplicité de notions et souvent il se perd, d'accord, aussi devant cette multitude de notions, tout simplement parce qu'il ne sait pas réellement où il se trouve par rapport par rapport à l'objet présenté ou à l'objet étudié. Mais comme je disais, comme ça a été annoncé au début de la présentation, l'interdisciplinarité implique nécessairement des relations entre des éléments entre des éléments constitutifs d'au moins deux disciplines, telles que les méthodes, les techniques, les concepts aussi, les contenus. Et cette transdisciplinarité devient aussi l'objet de plusieurs interprétations, mais qui peut se comprendre comme étant l'étude d'un sujet par rapport par plusieurs disciplines qui mobilisent leurs concepts, qui vont au-delà de leurs particularités disciplinaires pour aboutir à un résultat rassembleur à travers, je cite, la mise en œuvre d'une méthode fondamentale commune à toutes les disciplines. Et là, je reviens aux travaux d'Angers et Bouchard, 1992. Donc, en effet, la transdisciplinarité devient une construction de contenu et de méthodes. Or, dans le cadre de l'interdisciplinarité, les contenus et les méthodes devraient normalement provenir, d'accord, des disciplines. Mais cette transdisciplinarité peut laisser supposer ou poser, construire, d'accord,
les problèmes dans leur complexité et ainsi élargir leur champ de compréhension. Et là, on va dans le travaux de Lenoir. Et là, donc, transdisciplinarité voudrait dire donc aborder cette notion de pluridisciplinarité qui constitue en elle-même un recours à plusieurs disciplines connexes autour d'un même sujet, d'un même thème, autour d'une même problématique, impliquant différents points de vue selon les domaines de spécialité qui se complètent pour résoudre un problème. C'est là où j'insiste donc sur la notion de problème et surtout, donc ça dit qu'il faut aboutir à un résultat. Mais où chaque spécialité conserve la spécificité de ses concepts et méthodes. C'est aussi la juxtaposition de disciplines diverses, parfois sans rapport apparent entre elles. Et là, donc, je cite les travaux de Lanchier 1992. Après, on a cette notion d'intradisciplinarité qui normalement représente ou constitue un ensemble d'interactions à l'intérieur d'une même discipline ou dans un même champ disciplinaire, et ce qui constitue davantage une relation entre les éléments d'une discipline qu'entre des disciplines distinctes. Et là, je reviens toujours aux travaux de Lenoir 2003. Et ce que je disais par rapport, par exemple, voilà, on prend une discipline comme la linguistique, et on va la lier aux autres disciplines ou sous-disciplines de la linguistique en parlant de la sémantique, la lexicologie, la lexicographie, etc. Et donc, c'est là où dans la mesure où on avait parlé donc, de maîtrise de temps, et donc c'est là où je vais dans ce sens d'application. Et je reviens à un travail que j'avais donc constitué dans ce cadre même, d'accord, de ce qu'on a appelé le projet créatique, IDEX créatique, où il fallait donc faire ou proposer une nouvelle façon d'enseigner par les proverbes. Donc ça a été appliqué aussi dans le cadre de la psychologie, où on a essayé de soigner donc des patients par la citation et l'emploi de proverbes. Et là, donc, je voulais d'accord qu'on le fasse donc, côté enseignement. Et donc, ce que je disais, la réaction, plutôt, c'est dans le cadre recherche-action. Donc, d'abord, la pédagogie est une branche de la linguistique qui s'intéresse à l'étude des proverbes et des formes proverbiales dans une culture précise. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est dans le cadre arabe, ce qui implique qu'elle peut faire appel à la dialectologie, à la psychologie sociale, à l'anthropologie, à la sociologie, et de là se servir des mêmes outils ou principes méthodologiques pour atteindre ces objectifs. Voilà, donc l'enregistrement, l'enquête, l'accumulation de dossiers, constitution de corpus, etc. Donc, bien que cela puisse paraître un argument évident, il a donc moi, je voulais donc parler de cette notion d'incarnation dans où parlent les expressions stéréotypées expressives dans les proverbes, d'accord, qui a souvent été négligé, mais qui normalement fait partie même du squelette ou de la morphologie du proverbe, tout simplement parce que les formes proverbiales ont toujours été marquées par la fixité, tout simplement parce qu'on ne peut ni changer ni déplacer un élément constitutif de ce proverbe, d'accord, soit au début, soit à la fin, soit au milieu de la structure proverbiale. Et c'est pour ça que je voulais, d'accord, j'ai insisté sur cette notion d'incarnation, mais peut-être dans de futures recherches, on peut le développer, mieux développer, quoi. Et donc, comme je disais, si on parle de disciplinarité et méthodologie, donc, et c'est là où on revient donc, aux éléments centraux même de l'interdisciplinarité, d'accord, c'est que donc, toute discipline se base sur une méthodologie et si, donc, je disais, donc, puisqu'il s'agit de proverbes, et donc c'est la littérature orale, puisque Dr Ahmad m'a présenté en tant que spécialiste de littérature, comme je dis, donc c'est plutôt de la littérature orale quand on parle des proverbes. Donc, la recherche présentée ici se base sur un corpus qui traite plutôt la femme en général, donc si on parle de thématique, la thématique de la femme, et en lien avec l'homme, d'accord, des proverbes soit sont abordés par des femmes pour des femmes ou des hommes abordés par des hommes, d'accord, pour
euh, plutôt, ou des proverbes abordant les hommes, l'homme en général, et donc ce qu'il est exprimé par des femmes. Après, donc, si on veut parler de méthodologie, donc ce sont des sources directes, donc communication, etc., aller sur le terrain. Et comme je disais, donc, personnellement, donc, ma thèse a été faite sur plutôt dans une approche lexicale comparée entre le français et l'arabe marocain, et dans la région de Jbala. Et donc, c'est une région qui se trouve au nord du Maroc, pour préciser un petit peu les choses. Et avec ça, donc, il y avait des sources indirectes. Et là, je suis revenu encore à des travaux que j'avais effectués, comme je disais, dans le corpus, et d'autres travaux liés à ce sujet, en parlant des proverbes, parlant des travaux de 2004, 2005, 2010, 2015, 2019, etc., etc. Et sans oublier donc le travail, d'accord, de Kitot sur le dictionnaire. Si on veut parler de méthodologie. Donc, d'abord, puisqu'il s'agit de corpus, donc il fallait un traitement. Et donc, entretenir un corpus, donc c'est cet ensemble de données qu'on a recueillies sur le terrain. Puisque c'est un arabe marocain, mais qui est destiné à un public français, donc il fallait transcrire puis traduire. Et c'est là où se trouve, où réside la difficulté. Peut-être qu'un jour, hein, on parlera aussi de la traduction de ces données. Après, donc, toujours dans ce cadre-là, donc, il y a cette construction et description des variables et analyse des échantillons. Et ça, par exemple, on l'avait fait avec un logiciel, donc on verra à la fin, le logiciel R, d'accord, qui est plutôt un logiciel de statistique qui fait le lien entre l'informatique, les statistiques et la linguistique. Le classement, donc, il fallait pour arriver à résoudre plutôt donc analyser ce travail, donc il fallait passer par le classement des proverbes. Et donc, c'est là où on va, puisqu'on parle de l'interdisciplinarité, donc c'est là où on va, par exemple, soit en sociologie, soit en anthropologie et d'autres, d'accord, disciplines de sciences humaines qui utilisent la même chose. Et c'est euh, ce classement. Donc voilà, il se faisait selon différents critères, mais surtout linguistiques et surtout syntaxique et morphosyntaxique. Ça aussi, on le verra tout à l'heure. Après, donc, et comme je disais, donc, dans l'objectif était d'expliciter le fonctionnement de certaines variables à travers donc les exemples, des exemples du corpus. Après, il fallait aboutir à classer les données, mais sur le plan stylistique et syntaxique. Donc, si on veut parler de structuration, et comme je dis, c'est pour ça que si je parle des structures à sémantiser, c'est qu'en fait, c'est je ne sais pas si vous voyez bien la diapo ou pas. Oui, 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 oui. c'est Oui, visible. oui, c'est visible, oui. Si je bouge ça, c'est visible encore. Merci de bouger un peu et après. Oui, Oui, non, oui, c'est visible. J'ai non. juste une question. Est-ce que vous voulez que je traduise jusqu'à maintenant et après on Ok, va vas-y, vas-y. comme ça? Je pense que ça sera pratiquant aussi pour nos amis. من با اجازه قسمت هایی که تا الان آقای پروفسور اشقر ارائه کردن رو به صورت خلاصه براتون ذکر میکنم تا به این قسمتی که رسیدن، مختصر مبحثی که بودش. توی این بحث ایشون دنبال این هستن که با معنی یعنی تعریف مفاهیم رو ابتدا ارائه بکنن و ببینن که چه مرزهایی بین رشته‌ای وجود داره. بنابراین اول از همه یک تعریفی ارائه کردن. گفتن که بین رشته‌ای بودن فرایندی هستش که تو اون دو تا رشته مهارت‌ها و دانش‌های خودشون رو با همدیگه به اشتراک میذارن. در اصل یعنی مفاهیم و روش‌های پژوهشی خودشون رو مورد بررسی قرار میدن. این فرایندها در علوم انسانی و علوم اجتماعی بسیار مهم هستند، چون به کشف مفاهیم و ایده‌هایی کمک میکنن که باعث میشن دانش‌هایی که در رشته‌های خودشون هستن رو به چالش بکشن. بنابراین یک زبان مشترکی نیاز هست تا در مفاهیم
بینارشته‌ای بشود یک اشتراک نظری داشت، یعنی یک پژوهشی برای ادغام مفاهیم و ایده ها از طریق یک موضوع پژوهش مشترک معمولا دشوار هست، چون بینارشتهیت از پژوهشگران میخواد که به اشتراک گذاری اصطلاحات تخصصی رو تسهیل بکنن تا یک زبان مشترک هم بسازند. از این طریق توی ابتدای صحبت‌هاشون هم که داشتن راجع به مرزهای بین رشته‌ای صحبت می‌کردند، مباحث مرتبط به اینکه آیا ما چه گرامرهایی در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنیم و مباحث زبانشناسی رو مطرح کردن. بحث روش شناسی در علوم مختلف رو خواهند گفت و ابزارهای انفرماتیکی که برای اینها نیاز هست و در اختیار هست و مباحثی که مرتبط با تحلیل گفتمان هستش. این قسمتی که در اسلاید توقف کردن همون مبحث‌های مرتبط با تحلیل گفتمان هستش. و حالا چه رویکردهایی میتونیم به این حوزه داشته باشیم؟ میتونیم رویکرد یک پارچه داشته باشیم که یک چشمانداز گسترده‌تر و بازتر رو نسبت به بررسی مفاهیم و جهان حالا به قول معروف مورد نظر برای ما ترسیم بکنه. در اسلاید بعد آمدن راجع به چیستی بینارشته‌ای، درون رشته‌ای، فرارشته‌ای، چند رشته‌ای و هم رشته‌ای صحبت کردن. اون چیزی که ترانس دیسیپلیناریته نامیده میشه. Vous voyez en fait trouver des équivalents en persan c'est un peu difficile. Pour ça qu'en fait j'utilise parfois le mot. چیزی که ترانس دیسیپلیناریته ما میتونیم نام بدهیم یا فرارشته‌ای بودن، یه روشی است که حالا اساساً غیر رشته‌ای است و فرارشته‌ای در چارچوب بین رشته‌ای قرار میگیره. منابعشون رو هم که در داخل اسلاید ها ذکر میکردم، مثلا این برای سال 1992 سال 1999 بود. بحث چند رشته‌ای بودن رو به عنوان یک نگاه یعنی مولتی دیسیپلیناریته ذکر میکردن که استفاده از چندین رشته مرتبط برای حل یک مسئله بدون اینکه هیچ کدوم از این رشته ها بتونن مشخصه های خودشون رو از دست بدن. باز هم مرجع همون پیاژه بود و موقعا 1992 1999 بحث پلوری دیسیپلیناریته که فرایند ادغام چندین رشته مرتبط هستش برای حل یک مسئله. این هم با توجه به اینکه هیچ کدوم از اینها مختصات و ویژگی‌های خودشون رو از دست ندن، بحث انتردیسیپلیناریته یا تعاملات در بین رشته‌ای بودن هستش که گاهی اوقات ارتباط آشکار بین چندین رشته رو ما میتونیم از اون طریق درک بکنیم و بحث انتردیسیپلیناریته یا یه سری از مجموعه های درون رشته‌ای هستن که از زیر شاخه ها استفاده میکنیم برای تحلیل هایی که هست. در پاورپوینت راجع به بینارشته‌ایت و روش شناسی صحبت کردن. در دیسیپلیناریته متدولوژی توی اون داشتن یک موضوعی رو طرح می‌کردن و میگفتن که مثلا یک کار علمی که انجام شده راجع به ضرب المثل‌های مراکشی جمع‌آوری شده هستش که تعدادی از اون عناوین 209 داشت مربوط به زنان، 65 تا مربوط به مردان بودن، 37 تا ضرب المثل هم مربوط به زنان و مردان بودن. حالا از چه طریقی اینها، یعنی از طریق منابع مستقیم بخششون انجام شدن، یعنی از طریق تماس‌های تلفنی از فرانسه به شهرهای مختلفی که ذکر کردن در 3 شهر، از طریق منابع غیر مستقیم مثل پایان نامه‌ها استفاده شده که حالا تاریخ‌ها 2004 2010 2015 بوده، یا مراجعه به اینترنت و دایره المعارف ضرب المثل هایی که هستن. بنابراین به لحاظ روش شناختی بحث پردازش بوده، بحث مجموعه‌ای که در اون قرار می گرفته ترجمه ضرب المثل های گردآوری شده، ساخت و توصیف متغیرها و تحلیل نمونه ها رو مد نظر داشتن و حالا در مطالعه نمونه‌ای که راجع به ضرب المثل های منتخب خودشون داشتن انجام میدادن بیشتر داشتن به این قسمت داشتن توجه میکردن که بگن
یه لحظه من اگر اجازه بفرمایید، چون بسیار تخصصی است کلماتی که استفاده میکنم. اون موضوعی که مورد مطالعه هستش چجوری داده ها داره تقسیم بندی میشه، کاربرد بعضی از این ضرب المثل ها در پیکره مورد مطالعه ما چطور هست، و بعد حالا دسته بندی کردن داده ها بر اساس یک پلان استیلیستیک به قول معروف و حالا روش شناسانه و استیل از طریق اون مسیر هستش. Alors, on vous écoute, monsieur le professeur, excusez-moi. Ok, merci beaucoup pour la traduction. Ça m'a fait aussi reposer un petit peu. Dans tous les cas, comme je disais, donc si on parlait de cette particularité, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la notion d'incarnation, c'est tout simplement parce qu'on a les proverbes avec plusieurs structures. On a les structures simples et les structures composées. D'abord, comme je disais, si quand je dis des structures assémantisées, dans la mesure où ce projet, donc plutôt, donc, on va dire, le travail que je présente aujourd'hui fait partie d'un projet que j'avais développé en collaboration avec des collègues des hypermédias à l'Université Paris 8, dans le projet de GAPAI, ce qu'on appelait donc la gestion automatique des proverbes sur Internet. Et donc, il fallait constituer une base de données et à partir de là, donc, il fallait créer autre chose. C'est la raison pour laquelle je parle de sémantiser. Ça veut dire que voilà, on a une structure et donc ce qu'on a en face, par exemple, voilà, donc puisque on a, comme je disais, on a des proverbes à forme simple ou à structure simple et d'autres à forme composée, complexe ou composée, comme vous voulez, dans la mesure où c'est élargi. Donc là, j'ai commencé par les proverbes à forme simple. Ça veut dire que ce que vous voyez ici dans le premier diapo, plutôt dans le premier élément, c'est donc des proverbes donc, où il y a un nom, un verbe et un nom. D'accord? Autrement dit, si on parle des fonctions, donc sujet, verbe, complément. الاعتراف يهدم الاقتراف الهوى يقطع العقبة, etc. Donc, après, donc, là, on passe, donc, comme je dis, donc, ce qu'on appelle des proverbes à forme simple, c'est comme quand vous dites la fin justifie le moyen en français. أو الغاية تبرر الوسيلة في بالعربية. Donc, je ne sais pas qui a emprunté à l'autre, mais dans tous les cas, donc, on sait que c'est un proverbe qui a un équivalent. Après, on a des proverbes, donc pareil, mais qui sont donc de la même forme, c'est qu'ils sont simples, sauf que, donc, الحياء من العياء من الإيمان, أو donc, أو الصلاح من النجاح, ok, où on a donc un nom plus suivi d'une préposition, d'accord, suivi d'un nom. Et donc, si on veut parler de sémantisation, donc ça sera un syntagme nominal plus une préposition plus un syntagme nominal, où il y aura donc déterminant plus nom, déterminant préposition, déterminant plus nom. D'accord, c'est pour ça que je parle, d'accord, de sémantisation. Et c'est là où on voit, d'accord, le rôle de la donc, et là, donc, comme je disais, donc, le rôle de la syntaxe, surtout des structures syntaxiques, et ce qui me renvoie aux travaux de Chomsky, d'accord, toujours structure syntaxique, d'accord. Et là, par exemple, où on prend voilà, un ensemble de proverbes qui commencent par donc les kulli muallimin ghalta, etc., d'accord, où on a une préposition, d'accord, plus un substantif, plus un déterminant, plus un nom, plus un nom, quoi. Le premier, donc, soit c'est avec, mais souvent, d'accord, sans déterminant. OK? Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis le déterminant entre parenthèses. Après, on a, donc, pareil, donc on va donc, de plus simple vers le complexe. Et là, c'est là où on voit donc, que ça devient plus complexe. Et comme je disais, puisqu'il s'agissait de préparer, de montrer à celui, par exemple, même qui veut apprendre l'arabe, que, voilà, donc, par exemple, à la fin, puisque vous voyez le he, donc la damir, he, hein, genre man kathura lagatuhu, ok, et c'était une façon de montrer à celui qui apprend ou qui veut apprendre l'arabe, d'accord, que à ce he, d'accord, est l'équivalent d'un pronom personnel.
Après, comme j'ai dit, donc on va toujours, donc on avait la préposition donc au début, plus la préposition juste entre deux éléments, et c'est là, donc on a la préposition entre trois éléments, mais qui vient à la troisième position, quoi. D'accord? Et qui fait que l'apprenant comme le chercheur, d'accord, et aussi dans la mesure où le traitement outillé donc, va dans le sens où plutôt va adopter ce type de structure pour, d'ailleurs, ça peut même aider à la facilitation de la traduction dans la mesure où de toute façon il faut définir les éléments du corpus. Euh, voilà, par exemple, là, on a toujours donc une structure qui commence avec un pronom personnel, man stara al-asada doher, man stahwa al-faras domir, etc., etc. Mais avec encore une forme construite à l'absent à la fin, quoi. Pareil, donc parler de cette interdisciplinarité comme la transdisciplinarité. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui utilise les deux éléments dans ses recherches et non pas juste un. Comme je dis, donc si on parle de résultats, il fallait parler d'accord socio-économique, il fallait parler d'interdépendance. Si vous parlez de résultats voilà, d'interdisciplinarité. Si vous parlez de résultats pour la recherche, d'accord, on peut travailler avec les deux éléments. Et donc, on analyse dans ce cadre-là, donc on a une méthode, on a des hypothèses et on a des résultats et analyse de l'interprétation. Les hypothèses qu'on avait émises par rapport au corpus, dans la mesure où c'est vrai que comme je dis, puisqu'on a parlé d'une demi-heure, d'ailleurs, c'est presque dépassé, d'accord, donc il fallait présenter les corpus et ça demande beaucoup de temps. Mais dans tous les cas, le corpus, comme je disais, il s'intéresse à la femme et son rapport avec l'homme et dans la culture marocaine, du nord du Maroc d'ailleurs, si on parle de précision, quoi. Donc, les hypothèses sémantiques qu'on avait proposées, il fallait, donc, hypothèse 1, il fallait voir s'il y a une corrélation entre l'indice du proverbe ou le statut de la femme. Le deuxième, entre la dénomination de la femme et son image. La troisième hypothèse, la corrélation entre le sentiment de l'homme et son lien familial avec la femme. La quatrième, entre le statut de la femme et sa référence dans le proverbe. Et la cinquième, voilà, donc il fallait voir s'il y a une corrélation entre le statut de la femme et son image. Ça, si on veut parler d'accord des hypothèses sur le plan sémantique. Et c'est là où on parle de l'intradisciplinarité, puisqu'on parlait tout à l'heure d'intradisciplinarité. Avec ça, on a des hypothèses grammaticales. Et la première hypothèse, c'était de voir s'il y a une corrélation entre le statut de la femme et la liaison linguistique utilisée dans le proverbe, qui traite sa situation. Et la deuxième, c'était de voir la corrélation entre le statut de la femme et la nature du verbe utilisé dans le proverbe qui traite la situation de la femme. Et à la fin, donc, on a cette hypothèse rythmique, d'accord, qui voit s'il y a une représentation un lien ou une corrélation entre la représentation de la femme et la structure rythmique. Donc, cela, comme je disais, ça a été fait par le logiciel R. Et comme vous voyez, c'est que là où on a, donc, comme je disais, donc, on a essayé de voir donc, s'il y a une corrélation entre la représentation de la femme et la structure rythmique, et comme vous le voyez, donc, il y a cette allitération ici, et aussi à travers les répétitions, et comment la rime, etc., etc. Et donc, puisque ça dépasse le 0,1, d'accord, ce qui fait normalement, ça devrait dépasser donc, 0,90, plutôt 0,090. Et là, comme on le voit ici, on est déjà 0,15, ce qui explique cette valeur, ce qui valide l'hypothèse rythmique, et ce qui fait que ce qu'il y a qu'il y a donc une corrélation entre la représentation de la femme contenue dans le proverbe ou pas le proverbe et la structure rythmique de ce dernier. Après, on a essayé d'observer cette deuxième hypothèse, et donc là, c'est l'hypothèse grammaticale, et on a essayé d'observer, donc toujours d'une manière, comme je dis, donc informatique, et c'est là, c'est que c'est le logiciel qui travaille sur ça, et pas nous, sinon nous, on lui donne les données, lui, et il nous donne un résultat, quoi. Et donc, là, il y a eu tout ça, une corrélation entre le statut de la femme et la liaison linguistique utilisée dans le proverbe,
qui traite la situation. Et comme je disais, c'est à travers, donc là, par exemple, on a un statut générique. Et là, comme je disais, donc là, par exemple, on a une liaison adverbiale, etc. C'est à travers la fonction de l'élément syntaxique dans la phrase, d'accord, qui qualifie cette femme ou qui lui donne une représentation, de toute façon, il la décrit, d'accord, on arrive à voir si, à juger de la corrélation non, entre l'élément à étudier et la discipline qui le traite par et le moyen aussi utilisé. Donc, si on parle d'analyse et interprétation, donc on a pris donc les éléments suivants. Donc, lorsque la femme se trouve toute seule dans les expressions proverbiales, donc, et là on prend l'image. Donc, on a l'image de la femme mariée, l'image de la femme célibataire et l'image de la femme veuve ou des femmes veuves, comme vous voulez. Et donc, les indices, donc pour la femme mariée, donc il y a des indices, comme pour la femme célibataire, la femme veuve. On a les indices affirmation de pratique, observation, fait référence à un avertissement, liaison linguistique sous forme de négation, le temps des verbes utilisés, etc. C'est ça qu'il y a souvent dans l'impératif, d'accord, quand il s'agit de donner, de parler, de s'adresser à la femme dans ce type de proverbe. D'ailleurs, comme je disais, donc, à la fois pour la femme mariée et la femme célibataire, il y a cet impératif qui ressurgit, mais qui est absent, d'accord, quand il s'agit de la femme veuve, peut-être parce que pour moi, donc, si on veut aller toujours dans le sens de l'interprétation, parce que de toute façon, puisqu'elle est veuve, donc elle n'est contrôlée par personne et donc il n'y a pas d'autorité qui peut la contrôler. Le deuxième élément, donc on a pris les proverbes dans lesquels l'homme s'adresse à la femme, soit en tant que mère, soit en tant qu'épouse, soit en tant que fille. Et donc là, on a vu autre chose, c'est que en tant que mère, c'est que l'homme donc voit donc plutôt pense à la dignité de la personnalité de la mère, d'accord, et donc cette mère qui a plus de capacité par rapport aux autres. Et quand il s'agit de la femme, l'épouse, donc souvent donc, on utilise l'impératif, mais souvent, pareil dans les proverbes, elle est donc discriminée dans la mesure où ici on parle d'humiliation et de toute façon, elle est représentée d'une manière négative. Après, quand il s'agit de la fille, et c'est là où on revient, c'est comme la mère, d'accord? Donc, il y a cette notion de dignité qui ressurgit, mais par contre, cette fille, elle à la fois, elle est responsable, doit être responsable, mais l'homme aussi doit être, d'accord, responsable de cette fille, d'accord, tout simplement parce que je pense que s'il y a aussi un lien avec l'autorité, et qu'il faut savoir conserver l'autorité. D'ailleurs, je pense qu'il faut revenir aux travaux que j'avais développés en 2004, etc., sur le cadre de la femme, les proverbes marocains. Et pareil, donc, dans ce cadre-là, on cite beaucoup les verbes sont souvent à l'impératif. Pour conclure, je pense que c'est là où, comme ça, je laisse la parole à Ahmed pour traduire. On peut dire que les pratiques interdisciplinaires, comme transdisciplinaires d'ailleurs, reposent sur une complémentarité entre outils d'observation, et ici donc d'abord le corpus, et de mesure des sciences humaines, ici la parimologie linguistique, et des sciences de l'ingénieur, qui permettent le traitement informatique des données proverbiales. Donc, elles sont centrales dans les projets interdisciplinaires visant à utiliser les productions langagières et discursives et à en diagnostiquer les fonctionnements, voire le dysfonctionnement ou les dysfonctionnements. Ainsi, le recours à des outils des sciences dures, là je parle des sciences informatiques qui aident au traitement automatique des données, facilite la tâche aux chercheurs puisqu'il facilite l'accès à une meilleure découverte des critères et mécanismes commandant la structuration des formes et ou les corrections proverbiales, permettent aussi leur identification et leur différenciation les unes des autres, dans la mesure où je n'ai pas parlé des différences entre les locutions stéréotypées et expressives, notamment les proverbes, mais peut-être dans une prochaine présentation. Et je laisse la parole au Dr Ahmed Shakir. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc, permettez-moi de traduire. Je vous dis
sincèrement que c'est vraiment difficile à traduire en fait, parce que vous avez tous les éléments techniques. Donc, j'explique, j'essaye de traduire. خب به خدمت آقای دکتر لشکر میگفتم که کلمات تکنیکالی که تو این پریزنتیشن داشتن بسیار پیچیده بود. حالا این قول رو از ایشون میگیریم که مطلب رو که ارائه کردند برای ترجمه انشاءالله بتونیم اقدام بکنیم. یک نمونه از کارهای مرتبط با تحلیل گفتمان بینارشته‌ای رو ارائه کردن که فرضیه های مختلفی داشت. حالا 4 فرضیه رو در نظر گرفته بودن: فرضیه های نشان شناختی، فرضیه های گرامری، فرضیه های ریتمی و بالا مورد 4م رو من پیدا نکردم الان توی گفتگو. Est-ce que vous pouvez passer en fait aux hypothèses? Parce qu'il y avait 4 hypothèses, oui. Sémanticale, grammaticale, rythmique et le 4e. Non, c'est 3. بله. 3 تا بوده. بله. نشان شناختی، گرامری و ریتمی. با یک نرم افزاری این تحلیل گفتمان رو بر یک پیکره از ضرب المثل‌های مرتبط با زنان و مردان انجام دادند در مراکش، که حالا تو مورد قبلی گفتم این مواردی که دارید می‌بینید تقسیم بندی ضرب المثل‌هایی است که داره انجام میشه. ببینید ضرب المثل‌هایی که نشان شناختی هستن که نشون میده که بین ضرب المثل و حالا شخصیت زن یک ارتباطی برقرار هست، بین زن و تصویری که از اون هست، بین مرد و رابطه خانوادگیش با زن یه تصویری برقرار میشه توی تحلیل نشان شناختی، و تصویری که میان یعنی اون نگاهی که به زن و مرجعیتش در ضرب المثل ها هستش و حالا نگاه های دیگری که هست به لحاظ گراماتیکالی بررسی شدن، به لحاظ ریتمیک بررسی شدن، و اون تحلیل هایی که شما در به صورت به قول معروف تحلیل داده ها و آنالیز ها دیدید به توسط نرم افزار انجام شدن بر روی نشانه ها، مرجع ضمایر، رفرنس هایی که انجام میشه و افعالی که استفاده میشه. حالا در این به قول معروف تحلیل چند نوع نگاه دخیل بود. نگاهی که بر فرد به مثابه کسی که متأهل هست، به مثابه فردی که مجرد هست، و حالا نگاه سپریشن بودش. و توی تحلیل 1 آمدن این نشانه ها، مرجع ضمایر اینها رو بررسی کردن. تو تحلیل 2 قسمت کردن، برای نگاه مادرانه و برای نگاه دخترانه. اونجا تأکید کردن در ضرب المثل هایی که بود. در نگاه مادرانه ضرب المثل ها بیشتر بر اصالت و توانایی تکیه می‌کردن. در نگاهی که به دختر بود بحث اصالت بود، بحث مسئولیت بود، و افعالی که استفاده می‌شدن شکل امری داشتن توی اون افعال، توی ضرب المثل هایی که انتخاب شده بودن. و حالا اون قسمتی که راجع به همسر بود، افعالی که انتخاب شده بودن بیشتر فعل‌های امری بودن و راجع به مسئولیت و مسائل دیگه داشتن صحبت می‌کردن. و در انتها بحث حالا این که ما از نگاه بینارشته‌ای مشخصا در این پژوهش که سالها قبل انجام شده چه استفاده هایی کردیم، و در نتیجه گیریشون گفتن که ما از نگاه بینارشته‌ای توی این تحقیقی که خدمتتون ارائه شد تلاش کردن که از نگاه نشان شناختی، از نگاه جامعه شناختی، از نگاه زبان شناختی و به کمک ابزارهای انفرماتیکی که هستش استفاده بکنن و از اون طریق به ماهیت نگاه بینارشته‌ای میان حوزه‌های مختلف
بپردازند و حالا با مثال‌های عملی که توش ارائه کردن بیشتر نیاز به بین رشته‌ای بودن در تحقیق‌های مختلف رو ارائه کردن و چشم‌اندازهایی که ممکنه مطالعات بین رشته‌ای ارائه بکنه در این حوزه رو برای ما نشون دادن. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc, je pense qu'il faut traduire en fait une partie de votre travail. Si c'est possible, ça sera génial pour les gens, les intervenants en fait qui viennent de l'Iran aussi, les Iraniens. Ils sont très intéressés parce que le sujet que vous avez travaillé, c'est un sujet très similaire avec l'ambiance de l'Iran aussi. Ok, merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je donne la parole à notre deuxième intervenant, Dr. Mohsen Rahmani Tabar. من صحبت رو به آقای دکتر رحمانی تبار میسپارم تا گفتگوی خودشون رو در حوزه حقوق و نگاه بین رشته‌ای خدمت دوستان ارائه بکنند. Je coupe le caméra. آقای دکتر رحمانی تبار هستید؟